Vous êtes sur 100% Bénin, vous faites bien, mesdames, messieurs, de garder votre position. Bien bonjour. Sale temps pour les patients des centres de santé publique sur la quasi-totalité du territoire national. Les 48 heures de grève cyclique observées courant fin août et pratiquement tout le mois de septembre passent désormais à 72 heures, avec possibilité d'un durcissement de temps par la suite. Le bras de fer entre personnel de santé réunis au sein du collectif des syndicats de santé et autorités de tutelle peine malheureusement à s'assouplir et d'augure visiblement rien de bon. De l'absence de dialogue entre les deux parties, les patients en paient déjà le prix fort. Pourquoi de 48 heures la grève passe-t-elle désormais à 112 heures? Quel est fondamentalement le point d'achoppement des revendications? Quelle concession de la part du collectif des syndicats du secteur de la santé pour aider à définitivement tourner la page de la malencontreuse crise? Mesdames, Messieurs, les éléments de réponse à ces questions et bien d'autres, ce sera tout à l'heure avec nos invités. Thème au menu, paralysie du secteur de la santé au Bénin, une grève raisonnable ou abusive est déjà confortablement installé Alao Fatiou Yessoufou, coordonnateur adjoint de l'intersyndicale des ressources humaines en santé, IRHS. Il est membre du collectif en grève. Alao Fatiou Yessoufou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé, sachez-le. En face de vous, Dr Joseph Lamoissonou, président du CPH, le collectif des praticiens hospitaliers. Il est également membre du collectif. Joseph Lamoissonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Tout le merci est partagé. Oui, un sujet de santé publique qui nous réunit ce matin. Nous allons, avec votre permission, effectuer une liaison très rapidement avec la régie et on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Bientôt un mois qu'il brûle le torchon entre le corps médical du Bénin et le pouvoir central. Ponctué tout au départ d'un mouvement de débrayage de 48 heures, le bras de fer se poursuit et fait désormais place à 72 heures dans le rang des usagers des centres de services publics. C'est la désolation, la consternation. Alors, Alao Fatiou Yessoufou, pourquoi de 48 heures le mouvement passe désormais à 112 heures alors que les populations attendaient l'autre nouvelle, 24 heures de grève, pourquoi pas absence de grève? Merci, monsieur le journaliste, et permettez-moi d'entrer et de vous remercier par rapport à l'opportunité que vous nous offrez pour nous adresser à l'opinion internationale. J'allais dû ajouter nationale, mais vu la méchanceté des hommes, il se fait que les populations béninoises ne peuvent pas nous recevoir, ne peuvent pas capter Sika TV pour les éclairages que nous voulons vous apporter ce matin. Ceci étant, le secteur de la santé, pour la plupart des hommes, est un secteur très sensible, dit-on. Mais lorsque un secteur aussi sensible va en grève, un pouvoir responsable doit pouvoir rapidement s'accorder pour inviter les gens autour d'une table. Ce n'est pas le cas, cette fois-ci, avec le pouvoir de la rupture. Mais ce qui est étonnant, les gens sont venus avec un concept de rupture. Et pour moi, citoyen béninois, c'est que quand on dit rupture, c'est que tout ce qui se faisait négatif doit être positif. Et tout ce qui se faisait positif doit être amélioré. Mais malheureusement, nous voilà, nos populations ne peuvent plus bénéficier depuis un mois, comme vous l'avez dit d'entrée, des soins qu'il faut. Parce qu'un pouvoir en face ne veut pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous allons en grève. Et comme le dit l'opinion, nous n'allons pas en grève pour tuer les gens. Du tout pas. Nous sommes un secteur, nous sommes des travailleurs qui, à des moments donnés, doivent pouvoir avoir des revendications à réclamer auprès du pouvoir. Et c'est dans ce sillage que nous sommes présentement. Et depuis un mois, comme vous le dites, nous avons avisé l'autorité par rapport aux revendications qui dataient de plus de 10 ans, je peux dire même. Alors, nous avons été patients jusqu'à un certain niveau et les élections sont venues nous surprendre. Et un nouveau pouvoir est venu. Et comme on le dit souvent, laissez-nous le temps de nous imprégner des dossiers, ce que nous l'avons fait. Mais on s'est constaté que ce pouvoir-là n'est pas véritablement venu pour faire la rupture. Alors, nous avons annoncé dans un sitting un mouvement de grève de 48 heures d'avertissement. Ce qui a été fait. Les gens ne nous ont pas appelés pour qu'on échange. Nous sommes passés
à 48 heures de grève, avec service minimum, 2 semaines. Les gens ne nous ont pas appelés jusqu'au moment où nous sommes, où je vous parle, où nous sommes passés de 48 heures à 72 heures de grève toujours avec service minimum. Les autorités n'ont pas songé à nous appeler pour qu'on puisse échanger. Donc, pas de dialogue jusqu'à l'heure où vous intervenez? Pas de dialogue, je vous dis. C'est le mutisme total, c'est la sourde oreille. Alors, je ne sais pas ce que le pouvoir veut faire du secteur de la santé. Le pouvoir dit du nouveau départ. Ce que veut faire le pouvoir de la santé, en tout cas le pouvoir jusqu'à preuve de contraire, affirme être très disposé à aider ce secteur à redorer son blason. Et pour ça, un certain nombre de réformes ont été annoncées. Nous en parlerons certainement au cours de cette émission. Mais Joseph Laouansouanou, président du CPH, pourquoi ce durcissement de ton? Quand je m'en tiens à ce que votre vis-à-vis a avancé, les arguments annoncés, en peu de mots, on peut dire que c'est l'absence de dialogue. C'est bien ça? Oui, c'est l'absence du dialogue. Ça fait depuis le 30 mai 2017 que le collectif des praticiens hospitaliers du Bénin avait organisé une conférence de presse à la Bourse du Travail. Et au cours de cette conférence de presse, nous avons dit publiquement à l'autorité que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont on veut conduire les réformes. Nous sommes des partenaires sociaux dans le développement, dans le secteur. Et les réformes que vous êtes en train d'élaborer, ce n'est pas les Guinéens ni les Sénégalais qui viendront l'appliquer. Ceux qui vont appliquer ces réformes sur le terrain, c'est encore nous. Et au niveau du secteur public aujourd'hui, le nombre de médecins qui officient dans le secteur public aujourd'hui au Bénin, hospitalo-universitaires comme praticiens hospitaliers ou médecins généralistes, nous sommes autour de 950 000 médecins. Donc, on ne peut pas élaborer des réformes et ne pas inviter les partenaires de ce secteur. Je ne m'en tiens pas seulement aux médecins, hein. Il y a les biologistes, comme mon confrère qui est là, il y a des paramédicaux, il y a les sages-femmes, les autres corps, sans les associer. Ils sont représentants d'une base, d'un secteur donné. Ils drainent un monde. Ils connaissent les problèmes du terrain comme nous-mêmes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand vous regardez la composition de ceux qui ont été membres de cette commission-là, vous allez voir que c'est les amis, les proches du président, c'est les retraités. Mais on a eu dire qu'entre-temps, le débat a évolué. Le débat de la composition, le travail a été fait, vous avez demandé un rapport. Officiellement, on nous apprend, à vous de nous démentir, que l'autorité a fini par mettre à votre disposition le rapport que vous avez demandé, crié sur tous les toits. Oui. Et pourtant, vous êtes encore en grève. Oui, si vous suivez bien notre développement, oui. On nous a remis un rapport. D'abord, je vais vous dire les conditions dans lesquelles on nous a remis le rapport. C'est après le drapeau, un lundi matin, que notre ministre de tutelle a vu notre coordonnateur de l'intersyndicat, M. Adolphe Oussou, pour dire, tiens, j'ai une copie du rapport, je peux te le remettre tout de suite. Ah. M. Adolphe a tiqué pour dire comment. C'est comme ça qu'on remet un rapport? Non, monsieur le ministre, j'aurais souhaité que ce rapport me soit remis officiellement avec mon staff. Et là, le ministre a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils se sont retranchés un peu. Donc, dans les 48 heures, 72 heures, c'était promis que le rapport devrait être remis officiellement. Mais après, M. Adolphe a encore annoncé au ministre que je ne vais pas recevoir le rapport seul. Hein. Je vais aller voir mon huissier de justice qui va faire la réception avec moi, parce que aujourd'hui, nous sommes sur des terrains vraiment sensibles et sur le plan juridique, il faut que je sois couvert. Dès qu'on a entendu que le rapport sera remis avec un huissier de justice, oui. On s'est encore rétracté et c'est une semaine ou 10 jours après qu'on a remis un rapport qui n'est même pas signé par les membres de la commission. Donc ce qu'on nous a remis, on se demande si c'est le vrai rapport, parce que juridiquement, il n'y a pas de signataire. Mais ce que les journaux ont évoqué là, que le rapport officiel a été remis aux agents de la santé,
C'est de ça que vous parlez de notre rapport. C'est le rapport. Le rapport n'a pas été signé. Les membres de la commission... Aucun signataire. Aucun signataire. On a seulement leur nom, aucun signataire. Mais là, nous, on n'est même pas... Le débat n'est même pas là. Le débat n'est pas celui. Non, le débat, c'est pas remettre le rapport. Mais ce qui est dans le rapport, nous sommes en train de prendre connaissance de ce qui est dans le rapport. Il nous avait déjà lu un résumé. Ce qui est dans le rapport ne cadre pas avec la réalité aujourd'hui sur le terrain. Moi, ça me fait 20 ans en milieu hospitalier. Monsieur Alao, il a fait le nord, le centre, le sud. Il connaît les problèmes dans son secteur. Mais nous allons nous rasseoir et discuter. Ce n'est pas qu'on rejette. On n'a pas dit aujourd'hui de dissoudre la commission. Hein. On n'a jamais dit ça. Hein. Il y a déjà un rapport. Mais les partenaires, venez, on va s'asseoir avec le gouvernement et nous allons étudier les points qui clochent, ce qui ne va pas, sinon, c'est les mêmes choses. Ça fait plus de 20 ans que les différents gouvernants ont l'intention d'améliorer la santé de la population. Mais jamais ils n'y arrivent. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas véritablement la vérité aux chefs de l'État, aux différents chefs de l'État. Je suis sûr que c'est la situation. Parce qu'on avait déjà conduit une grève en 2013. Pendant 5 mois, les praticiens hospitaliers. Je vous jure que le président Yahi Boni a été informé des vrais problèmes qui ont fait que les médecins étaient en grève 1 semaine avant la fin de la grève. Le jour où il a appris les vrais problèmes des médecins, le président Yahi Boni a dit « Ah, je cède, je leur concède ça ». Et on nous a appelés pour dire « Ah, le C'est facile, le chef d'État n'est pas informé des vrais problèmes. » Les gens, ceux qui l'entourent, ne lui disent jamais la vérité. Souvent, c'est ce qui se passe. Les gens disent au chef ce que le chef aime entendre. Mais la réalité, on ne dit pas. Sinon, la composition de ce gouvernement, ça a été le président de la commission, c'est un patron à nous. Il connaît les problèmes. Il ne peut pas... Il doit dire au président de la République que cette commission-là, vraiment président, il faut qu'on associe les acteurs. Ils ont fait un jeu. Après 3 mois de séance, ils nous ont envoyé des convocations. On dit qu'on doit venir plancher pour 1 heure de temps. Comment un rapport qui engage toute une nation, les partenaires vont venir plancher pour 1 heure de temps? Et vous en êtes là, avec votre mission, oui. Monsieur Lao, lorsque le gouvernement, au-delà de tout, arrive à céder à l'un de vos principaux points, il s'agit de la remise en main du rapport. Aujourd'hui, c'est quand même un pas de franchi, un pas tout de même, une concession de la part du gouvernement. Qu'attendez-vous de plus pour faire de votre côté un pas? Sinon, quel est le pas que vous avez eu déjà à franchir? Merci, monsieur le journaliste. Et pour revenir un peu sur ce problème de réforme, comme l'a dit le président du CPH, voilà des gens qu'on a réunis, dont la composition déjà fait problème. On ne peut pas prendre des gens qui avaient toujours évolué dans le système, amener 2 privés, amener 2 de la diaspora et penser qu'on peut faire des réformes sans associer ceux qui animent véritablement le secteur. Donc, ceux qui sont venus de la diaspora pensent peut-être que les réalités de là-bas sont les mêmes ici. Alors, ils ont proposé un certain nombre de choses qui ne cadrent pas avec les réalités béninoises. Ce n'est pas qu'au niveau du secteur, les agents de santé sont contre la réforme, mais c'est la réforme exclusive là que nous sommes contre. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons mettre en œuvre le moment venu. Mais pourquoi on ne nous associe pas en aval? Et ce qui m'énerve, moi, c'est que ce gouvernement, lorsqu'il est arrivé, c'est eux-mêmes qui se sont entendus avec nos centrales syndicales, avec le patronat. Et le gouvernement même a mis sur pied une charte. Et en son article 6, il est question de dire, pour toute réforme, que ce soit sa conception ou sa mise en œuvre, on doit pouvoir associer les partenaires sociaux. Voilà, cette commission a déjà violé l'article 6 de la charte nationale. Une violation de fait. Une violation de fait. Mais chemin faisant, le gouvernement a mis à votre disposition le rapport. Lorsque vous prenez nos motions de grève, oui, depuis qu'on a commencé, il y a 4 points non négociables. Le premier point, c'est de mettre à notre disposition le rapport. Mais il se fait que le lundi 18 septembre dernier, on nous a mis à disposition un rapport. Pas le rapport. Enfin, nous on dit que c'est un rapport qu'on nous a donné. La belle preuve, le président a dit tout à l'heure, un document qui n'est pas signé en matière syndicale, c'est un tract. Donc vous doutez de sa fiabilité? Nous doutons de ce rapport qu'on nous a mis à dispo. Mieux, c'est que lorsque ce rapport a été finalisé et adopté en Conseil des ministres le 22 juillet dernier, les membres de la commission ont commencé par sillonner le pays pour dire voilà, c'est ça que le président Talon veut vous faire.
Mais si ça n'arrêtait là, il n'y a pas de souci. Mais ils ont commencé par nous vilipender, nous, agents de santé, pour dire, voilà, on ne reçoit pas bien les malades. D'accord. Mais tout ce que l'homme fait sur cette terre n'est pas parfait. Et à des moments donnés, il faut attendre pour faire le bilan et pouvoir améliorer. Mais ça doit se faire ensemble. Ça n'a pas été fait. Le rapport a été adopté. Nous avons dit, en notre premier point, c'est de mettre à notre disposition ce rapport. Mais pour nous, ce n'était pas suffisant. La belle preuve, lorsqu'on nous a remis ça en présence d'un huissier le 18 septembre dernier, notre représentant disait au directeur de cabinet qui nous a remis le rapport, écoutez, par rapport au reste des points, parce que c'est au total 4 points, on vient de satisfaire à un que nous prenons encore avec pincette, parce que nous devons nous imprégner du contenu pour savoir effectivement si ça concorde avec les observations que nous avions envoyées. Parce qu'en temps, il faut que je souligne, comme l'a dit le président, le 10 mai 2017, la commission nous avait invités pour nous faire une projection du résumé du rapport. Malgré que ça soit un résumé, nous avons apporté des observations. Qui ont été prises en compte, non? Justement, c'est la question que je suis en train de me poser. Lorsque vous appelez des gens pour leur faire des projections et qu'ils apportent des observations, vous devez les rappeler pour leur dire, écoutez, vos observations sont prises en compte. Mais contre toute attente, le rapport a été adopté en Conseil des ministres. Et c'est ça encore qui a fait que, bon, nous avons relancé encore les mouvements. La mise à notre disposition de ce rapport n'empêche pas la continuation des mouvements. Pourquoi? Parce que nous avons dit que les 4 points sont non négociables. Alors, donc, on va à 112 heures simplement parce que tous les 4 points n'ont pas été pris en compte? Non, non, non. Au-delà de ça, il y a le mépris du pouvoir. Qu'appelez-vous mépris du pouvoir? C'est-à-dire, lorsqu'un secteur comme celui de la santé entre en mouvement, les gens ne doivent pas permettre 48 heures. Ils doivent nous appeler, puisque nous réclamons quelque chose. Et ils savent que ce que nous réclamons, c'est avec eux. Je parle du pouvoir. Donc, à partir de cet instant, ils doivent nous appeler. Vous dissociez le ministre du pouvoir ou c'est un bloc? Le ministre, lui, il a fait l'effort de vous appeler, non? Oui, le ministre nous a appelés, mais la solution n'est pas à son niveau. Il nous a demandé de lui permettre d'aller annoncer ça en Conseil des ministres. Mais c'est comme une munition qui part d'un fusil. Hein. Dès que vous appuyez sur la gâchette, ça doit atteindre la cible, il n'y a rien à faire. Donc, lorsqu'il nous a appelés le jour du sitting, voyez-vous, alors que des écrits étaient partis dans toutes les directions, du CPH, du Centre-Sèche, de l'intersyndical des ressources humaines en santé, pas de réponse. Il a suffi qu'on fasse le sitting et il nous appelle pour dire maintenant que, ouais, c'est le président qui est commanditaire de cette commission et que le rapport lui a donné. Quel est le minimum aujourd'hui que vous attendez pour faire descendre la pression? Que les gens nous invitent autour d'une table et qu'on discute des 3 autres points qui restent. À savoir, nous avons dit, en deuxième point, ils n'ont qu'à dissoudre ce comité qui est fait et qui a la présidence pour la mise en œuvre de ce rapport en question-là, contenant les réformes. En troisième point, mais il paraît que vous êtes membre du comité qui doit passer à la phase opérationnelle. Non, 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 on n'est pas membre. Absolument pas. Je vous dis qu'on n'est pas membre. Peut-être que les gens confondent un certain nombre de commissions qui ont été mises en place à la présidence et qui seront rattachées au ministère. Ça, ce n'est pas des réformes qui sont propres aux réalités béninoises. Alors, autre point? Nous avons dit, après avoir dissous ce comité qui est mis sur pied pour la mise en œuvre de ces réformes, mettre sur pied un autre comité incluant tout le monde. Comme l'a dit le président tout à l'heure, tous les corps du secteur. Ensuite, les partenaires sociaux, conformément à l'article 6 de la Charte nationale pour le dialogue social. Donc, à partir de cet instant, et enfin le dernier point, c'est que lorsque ce pouvoir est arrivé et que nous avons commencé les premiers mouvements, à cause du mutisme, à cause du mépris du pouvoir défunt, ils nous ont dit, donnez-nous une trêve, et ils ont mis sur pied une commission interministérielle. Par arrêté 173 du 5 décembre 2016. Et nous sommes allés dans cette commission, nous avons travaillé, et on a arrêté un certain nombre de points, avec des stratégies de résolution. Mais je vous dis, jusqu'à la minute où je vous parle, ce rapport n'est pas encore allé en Conseil des ministres. Donc c'est ça qui constitue notre 4e point, qui est non négociable. Ils n'ont qu'à nous appeler autour d'une table et nous allons négocier pour voir, même si ce n'est pas séance tenante, au moins qu'on puisse obtenir un protocole d'accord qui va suivre son chemin. J'imagine que vous embauchez la même trompette, mais sait-on jamais, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura un écho favorable à ce grand bloc que vous demandez, c'est-à-dire tous ces 4 points en un trait de satisfaction?
Merci, monsieur le journaliste. Vous avez très bien dit le bloc. Est-ce que nous allons être satisfaits? Moi, je crois oui. Je crois oui, parce que je continue de dire que le président de la République a certainement de bonnes intentions pour améliorer la gouvernance sanitaire. Mais malheureusement, comme toujours, c'est les cadres qui sont autour de nos chefs d'État qui les induisent en erreur. C'est-à-dire vos collègues à vous? C'est sûr. Si je dois venir un peu en arrière, depuis que le gouvernement du nouveau départ a pris les rênes de ce pays, aucun ministre, aucune délégation gouvernementale ne s'est rendue dans un hôpital public pour s'enquérir des problèmes que vivent les médecins, les administrateurs, ou bien au niveau les de malades. Votre centre? Ce n'est pas au niveau de mon centre. Hein. Nous sommes présidents du collectif des praticiens hospitaliers du Bénin. Ils ne se sont jamais rendus sur le terrain pour s'enquérir des véritables problèmes que vivent les agents, les malades, les administrateurs. Ils ne sont jamais venus. C'est le ministre qui a fait un tour, notre ministre de tutelle, qui a fait un tour à Omel, parce que le bloc de Omel avait brûlé et ça ne marchait plus. Il a décrié sur les zones que ce n'est pas possible qu'un hôpital soit dans cet état, mais il n'a pu rien faire jusqu'à ce que l'hôpital, la première maternité du Bénin, ferme ses portes il y a 4 mois et la fermeture a duré 1 mois. La première maternité du Bénin, créée peut-être avant 1960, c'est sous ce régime que ça a fermé les portes pendant plus d'1 mois. Et vous insinuez quoi? Et toutes ces choses-là, nous l'avions dit, nous l'avions souligné. Avant que le gouvernement ne prenne les rênes de ce pays, nous avons souligné tout ça là en 1 page. Que les vrais débats là, les vrais problèmes là, sont encore connus des praticiens qui sont sur le terrain. Mais on nous laisse de côté et on continue de travailler. La dette de l'État vis-à-vis des hôpitaux aujourd'hui, je vous jure, si l'État aujourd'hui se met à payer les dettes qu'elle a vis-à-vis des hôpitaux, qu'il a vis-à-vis des hôpitaux, je ne pense pas que les cas des problèmes seraient déjà résolus. Parce que depuis que le gouvernement est là, la gratuité des césariennes n'a jamais été honorée. On a honoré pour 3 mois et c'est les arriérés depuis le régime de faim. Alors pour 3 mois simplement? Pour 3 mois. On doit aux hôpitaux du Bénin plus de 16 mois d'arriérés de césariennes gratuites qui ne sont pas payées. Or, l'État a dit, je finance, c'est un projet, je continue ce projet du régime de faim. 100 000 francs par malade, par césarisé. Mais au jour d'aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital de Nati Tengou, que ce soit le CNHU, que ce soit l'hôpital de Parakou, le même plateau, tout ça là, l'État doit 16 mois. Et une maternité est parfois à 200 césariennes par mois. Une maternité? Une maternité est parfois à 200 césariennes par mois. Faites 100 000 francs fois 200 pendant 16 mois pour cette maternité. L'État n'a pas payé. Je n'ai pas fini. Les agents du secteur public ont de prise en charge et quand ils sont dans les hôpitaux publics, ils paient le 5e. Il reste les 4/5e. Ne dites pas que l'État n'a pas subventionné ça. Ce n'est pas payé. La dette de l'État vis-à-vis des hôpitaux... Vous ne pouvez pas vous profiter de votre dette de non-sens, non? La dette de l'État vis-à-vis des hôpitaux aujourd'hui avoisine plus de 6 à 7 milliards. Donc ce ne sont pas vos primes? Et aujourd'hui... Non, ce n'est pas une histoire de primes. Est-ce qu'on vous a dit que nos problèmes là, c'est une histoire de primes? On lit beaucoup de choses, on veut comprendre. Oui, c'est ce que les gens pensent. Mais nous, on a appris un métier. Si nous sommes revenus, parce que nous avons aussi travaillé en Europe, nous avions été faisant fonction d'interne. Nous savions les conditions dans lesquelles les choses se passent là-bas. Mais beaucoup sont restés. Vous allez constater qu'il y a plein de médecins béninois en France qu'au Bénin. Mais nous, on a décidé de venir gagner les mecs salaires. Peut-être pour jongler, peut-être un peu à côté pour arrondir les 2 bouts. Mais aujourd'hui, la dette de l'État vis-à-vis des hôpitaux est à près de 6-7 milliards. Et les directeurs
n'en peuvent plus. La gratuité de césarienne en question, là, les kits ne sont plus au complet. Donc, quand un malade arrive maintenant pour une césarienne, on dit on doit compléter tel produit parce que l'hôpital n'a pas donné. On prescrit. Alors, votre combat est d'intérêt général et non individuel et égoïste, comme, bon, on l'entend. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que dans les 4 points que je vous ai cités tantôt, la motion de grève est là. Je peux mettre ça à votre disposition. J'en garderai copie à la fin. Est-ce que j'ai parlé de primes dedans? Non, on n'est pas là cette fois-ci pour la prime. Non, c'est pour savoir, parce qu'on entend beaucoup de choses. Non, non. Nous sommes clairs là-dessus. Dissoudre une commission, ce n'est pas réclamer de l'argent. Mettre une autre commission sur ce pied... n'est pas pour que vous preniez la place. Non, ce n'est pas pour prendre place. On veut réfléchir avec eux. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un sans l'associer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à partir de cet instant, tout ce que nous avons réclamé là, ce n'est pas de l'argent que nous réclamons. Il y a des dettes que le pouvoir défunt devait à des gens. Mais le gouvernement en a payé tous ces derniers temps, non? Je veux citer les confédérations centrales. Est-ce que là, c'est plus jugeant que le secteur santé? C'est pas normal. On aurait pu penser à la santé. Alors, puisque tout le monde se plaît à dire, c'est un secteur sensible. Et puis vous et moi, nous avons toujours chanté, la santé avant tout. Mais ce pouvoir-là, je ne sais pas ce qu'il veut faire du secteur santé béninois. Donc notre problème, ce n'est pas un problème d'argent. L'un des vôtres, Adolphe Oussou, pour ne pas le nommer le coordonnateur de l'intersyndicale, a martelé, au cas où l'autorité n'aurait pas une oreille très attentive, je cite, un autre mouvement de débrayage, mais cette fois, sans service minimum sera enclenché. Sérieux ça? Bien sûr que oui. Pourquoi je dis que c'est sérieux? Ce n'est pas les syndicats du secteur de la santé qui ont voté la loi portant exercice de grève au niveau du pays. La loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002, ça a été voté par l'Assemblée nationale, adopté par l'Assemblée nationale le 13 mai 2002 et promulgué par le président Kérékou, paix à son âme. Et c'est ça que nous sommes en train de mettre en application. Donc tout a été prévu lorsque, en matière de revendication, surtout que nous allons de façon graduelle, on pouvait commencer déjà tout de suite par une grève sans service minimum. Mais les populations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Donc si nous allons graduellement, c'est pour, un, attirer l'attention du pouvoir qui est en place, et de deux, de tirer l'attention aussi des populations béninoises. Parce que la grève que nous faisons cette fois-ci avec le pouvoir de rupture, ce n'est pas pour nous seuls. Ce n'est pas pour nous seuls. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous ne manquons pas d'expliquer un certain nombre de choses aux populations. Parce que ces réformes-là, qui veulent privatiser tous les hôpitaux, je crois que Hubert Manga est passé ici. Il n'a pas privatisé. Soglo est passé. Il n'a pas privatisé. Yaïboni est passé. Il n'a pas privatisé. Kérékou est revenu. Il n'a pas privatisé. Si tout ce monde avait privatisé, je ne pense pas que le président Talon pourra trouver des hôpitaux privatisés. Tout un groupe de personnes n'a pas vu. Une seule peut le voir. Et ça peut être porteur de bonheur. Je n'en disconviens pas. J'avais dit d'entrée que nous ne sommes pas contre les réformes. Mais je dis quelque part qu'on nous associe. C'est tout. Est-ce qu'il y a dans un secteur où tout va bien? Je ne crois pas. Tout le monde prône l'amélioration continue. Mais qu'on puisse nous associer. Imaginez-vous un instant, par rapport à des réformes, on dit que les plannings de garde seront co-signés par le maire et le préfet. Ça, c'est en Europe, ça. Non, non, vous avez lu ça ici? Bien sûr. Planning de garde co-signé par le préfet et le maire. Je vous ai dit qu'ils nous ont invités le 10 mai dernier, non? Ils ont projeté, ça a été dit par le rapporteur de la commission, que les plannings de garde, imaginez-vous que je prenne à Kétou. Et au passage, je remercie le président Talon qui a pu créer au moins les 12 départements. Si on s'en tenait aux 6 départements, le planning de garde qu'on va utiliser dans le centre de santé de Kétou là-bas, on doit amener ça à Porte-Novo pour que le préfet signe d'abord. Et on va retourner, le maire va signer. Vous l'avez dit, le problème est réglé. On a 12 départements. Où est alors la responsabilité, un, du chef service, du médecin coordonnateur, pour ne pas dire encore du ministre? Il y a urgence que vous intervenez pour faire des ajustements. Mais je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous avez le retour des conséquences de ce mouvement de débrayage qui prend un peu de temps? Bien sûr, nous savons ce qui se passe sur le terrain. Et je peux vous dire que les médecins ou les agents de santé globalement, on n'est pas aussi mauvais que d'autres le disent, qui clament on va supprimer les grèves, tout ça. Nous prenons le temps
d'avertir les autorités. Et nous sommes là-dessus depuis plus d'1 an pour dire ça ne va pas. Dans le secteur, ça ne va pas. Mieux, nos grèves-là, nous avons fait une grève d'avertissement. Encore, les motions sont déposées 1 semaine avant. La loi dit 112 heures. Il faut déposer la motion. Mais nous prenons le soin de déposer une semaine avant pour que l'autorité puisse nous appeler. Ce n'est pas de gaieté que nous sommes arrivés à ce mouvement de grève. Mais depuis jusque-là, les mouvements de grève, pour la question que vous avez posée, sont bien suivis. Le service minimum est bien assuré. Sérieux? Le service minimum... On a vu même, pas plus tard que ce matin, on a lu que c'est son service minimum par endroit. Non, c'est que les gens n'ont pas compris. Il y a des centres périphériques où le personnel est peut-être une infirmière, une sage-femme ou un infirmier, tout ça. Quand ils seront 3, ils ne pourront pas faire le service minimum parce que la loi dit c'est le 5e du personnel qui doit assurer la grève. Donc là, il y a personne. Dans ces cas-là... Ces centres périphériques dont les activités sont des premiers soins sont peut-être fermés, mais les agents, les malades savent qu'il faut aller au centre le plus équipé, c'est-à-dire les centres de santé. Les dispositions sont prises pour orienter le patient? Les dispositions sont prises. Les patients connaissent. Elles sont dans une commune. Elles savent que si dans mon quartier, si ça ne marche pas, c'est à un niveau plus supérieur. Et les hôpitaux sont là pour accueillir tout le monde. Et les équipes de garde sont là. On travaille normalement. Mais je vais vous poser une question. Non, ici, c'est moi qui pose la question évoluée. Mais bon, est-ce qu'il y a une structure en place qui permet d'orienter le grand nombre? Parce qu'on a eu quelques retours, pas vraiment très heureux. Certains sont carrément déroutés quand ils viennent et constatent au niveau de ces centres périphériques qu'il n'y a personne et ils savent pas où donner de la tête. Souvent, les centres de santé périphériques, là, il y a un comité local qu'on appelle COGES qui travaille avec les responsables de ces centres. Il y a le gardien qui est là. Mais les mouvements de grève, vous venez de dire, est-ce que nous avons apprécié les dégâts sur le terrain? Nous avons le retour. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux arrêter un instant, se faire entendre par les gouvernants, poser les problèmes et essayer de résoudre les problèmes une fois pour de bon? Si je vous dis que pendant le mois de grève-là, le nombre de décès n'a pas varié que comme si on travaillait normalement. Vous savez, nous sommes complices des crimes quotidiens. Tous les jours, je vais vous dire. Que dites-vous comme ça? Vous êtes complices. Nous sommes complices. Les médecins péninois, nous sommes complices. Parce que ce qui se passe tous les jours, les 50% sont évitables. Il y a des décès qui sont évitables. 50%. Mais pourquoi c'est comme ça? Venez, on va parler, on va discuter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Il y a des choses, nous sommes dans un milieu où on ne parle pas beaucoup. Il y a des réalités, on ne peut pas sortir ça. Mais nous préférons arrêter un jour pour inviter les gouvernants à nous écouter. Je fais une grève pendant un mois et je vois que la statistique... Mais nous sommes comptables d'un certain nombre de choses tous les jours. Et nous alertons les autorités. Je vous ai dit tout à l'heure, les hôpitaux, les directeurs là, ils sont essoufflés. Ils ne veulent pas perdre leur poste parce qu'ils disent pourquoi ils ne veulent pas monter au créneau. Ils sont essoufflés. La dette de l'État vis-à-vis des hôpitaux aujourd'hui, c'est près de... C'est énorme. Et si on pouvait... Si déjà l'État... Au fait, on ne fait pas des affaires dans les hôpitaux. On ne peut pas créer un hôpital et dire qu'on va faire bénéfice. C'est-à-dire dépenses, recettes, bénéfices. Non. Le bénéfice d'un hôpital, c'est le bien-être de la population, de la zone. Vous voulez dire que l'État est dans une démarche mercantile? Vous savez, nous avons porté quelqu'un à la présidence de notre pays, à la tête de notre pays. Et comme je le sais, vous le savez, c'était un homme du secteur privé. Et quand on parle du secteur privé, c'est d'abord le bénéfice. Donc à partir de cet instant, c'est pourquoi vous allez entendre des gens donner, il ne faut pas qu'on confonde l'État béninois à ses propres affaires. Mais je dis, lorsqu'on va privatiser nos hôpitaux, c'est nos populations qui vont en souffrir. Parce que la consultation qui était à 300 à un niveau donné ne va pas passer à 100 francs. Hein?
ça va passer peut-être au double ou au triple. Et c'est pourquoi nous disons que la lutte que nous menons présentement, c'est pour les populations. Elles auront le temps de comprendre. Et puis, ce qui nous fait mal par rapport à ce pouvoir, on a empêché les médias de nous accompagner. On a empêché les médias. On a muselé les... Ne dites pas qu'il n'y a pas de médias pour vous recevoir. Non. Puisque les médias parlent d'ailleurs de vous. J'ai parlé ce matin de quelques-unes où on a parlé de cette grève. Certains ont dit que c'est sans service minimum. Vous avez apporté la précision tout à l'heure. Vous savez pourquoi ça a commencé comme ça? Non. Les tout premiers jours de nos mouvements, mais c'est du jamais vu. Lorsque nous disons que nous rentrons en mouvement dans le secteur santé, j'ai été coordonnateur du FIOS en 2010-2011. C'est vrai. Tout de suite, Golf, il débarque. Canal 3, il débarque. Carrefour TV, il débarque. Mais pour la grève d'avertissement, c'était plat. Vous les avez appelés au moins? Peut-être qu'ils étaient débordés, les confrères. Il y a certains secrets qu'on ne dévoile pas. Lorsque je me suis retrouvé le 2 septembre dernier sur l'émission Morning Live, à la fin, je sais ce que les journalistes de là-bas m'ont dit. Et je ne veux pas en parler ici. Non, regardez les confidences. Oui, oui. Mais donc, ce n'est pas aisé pour vous de faire passer vos messages? Du tout pas. Vous savez le pouvoir qu'on a en face, non? Et quand on parle de pouvoir, c'est que le pouvoir est fort. Et celui-ci encore, il est encore fort en matière finance. Donc, à des moments, je vous dis qu'on a échangé avec les journalistes de Golf. Je sais ce qu'ils m'ont dit. Je préfère ne pas en parler ici. Oui, mais merci de garder ça pour vous. Oui, mais vous allez me permettre de revenir sur ce problème au niveau périphérique, les gens ferment. Allez-y rapidement. Oui. Vous savez, la politique sanitaire de notre pays a fait les choses si bien qu'on a rapproché le centre des patients. Donc, si le centre périphérique est fermé, il y a ce que nous appelons hôpital de zone. Donc, et nous avons eu le temps de sensibiliser correctement les populations par rapport à ça. Ce n'est pas qu'en temps on allait quitter Kétou, Pobert pour venir directement à Porto-Novo au centre hospitalier. Donc, les choses ont été rapprochées. Et là où il n'y a pas 5 personnes, c'est clac, on doit pouvoir fermer. C'est les tests qui le disent, ce n'est pas nous qui avons produit la loi. Et parlant justement de tests, il y a un député, j'imagine que vous l'avez suivi, et il fait partie des élus du peuple, le laboratoire qui pond les tests, et qui a pondu le test au nom duquel vous travaillez aujourd'hui. Vous jouissez de votre liberté à aller en grève. Et pense que le serment d'Hippocrate n'est pas vraiment respecté. En tout cas, pour ceux qui l'observent actuellement. Merci. C'est un député que je respecte, M. Vlavonou. Louis, c'est de lui qu'il s'agit. C'est vrai. Il n'est pas interdit de dire ce qu'on pense. Il est passé sur les radios Cap FM, sur Soleil FM pour dire que lui, il souhaiterait introduire une loi pour qu'on puisse nous arracher le droit de grève et qu'il va souhaiter que le gouvernement l'accompagne. Nous refuser le droit de grève, c'est violer l'article 25 de la Constitution. C'est violer l'article de la Constitution. Pourquoi? Parce que je reviens encore pour dire, ce que nous faisons aujourd'hui là, ce n'est pas pour nous, c'est pour les populations. Et vous et moi, nous sommes dans cette population. Hier avaient dit que ce qu'ils faisaient, c'était aussi pour la population. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de grève. Non, 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 ce que les douaniers faisaient un temps, c'était pour leur poche. Ça, je le dis en direct. Et j'assume ce que je dis. Nous connaissons, non? Un douanier qui commence en 2 ans déjà, vous voyez ce qui on revient à votre situation. Vous pensez que vous priver du droit de grève, ce serait aller dans l'arbitraire? Ce serait aller dans l'arbitraire et ce serait violer l'article 25 de la Constitution. Mais lui parle du serment d'Hippocrate qui voudrait que vous pensiez davantage aux populations, que vos préoccupations, on peut les régler autrement. Vous pouvez trouver d'autres mécanismes pour vous faire entendre. Ils n'ont qu'à nous appeler, on va échanger autour d'une table. Vous allez me dire que les magistrats n'ont pas prêté serment? Et pourtant, on a voulu leur arracher grève dans ce pays. Vous avez vu comment là où ça aboutit, non? Ça, c'est un pouvoir de dictateur. Ils veulent foncer tête baissée. Mais le député n'est pas du pouvoir. Lui, c'est un élu du peuple, il est de la masse. Mais il a dit qu'il va introduire, mais qu'il aurait souhaité l'accompagnement du pouvoir. Mais ils nous verront aussi sur le chemin. Ils nous verront sur le chemin. Nous attendons que cette loi soit introduite. Ils nous verront sur le chemin. Dr. Laurent, vous êtes citoyen tout de même. Et c'est un élu du peuple qui connaît les ressentiments de la population. Et c'est lui qui pense qu'aujourd'hui, le serment d'Hippocrate n'est pas respecté. Est-ce que là, il ne faut pas reconnaître à César ce qui lui revient? Que vous poussez un peu trop le bouchon. Le député Louis Vlavonou, c'est un député que je connais bien. J'ai suivi ses interventions sur les différentes chaînes. Mais je pense que nous avons 83 députés dans le pays. Et il est le seul à aller profaner, raconter ce qu'il dit là, va museler. Mais M. Louis Vlavonou, il y a quelque chose qui n'a pas
discerner. Ce qu'il n'a pas su discerner, c'est que c'est la première fois que tous les syndicats de la santé en bloc sont en mouvement. Depuis, c'est un syndicat ou deux, jamais tous les syndicats, avec le CNHU. Tous les syndicats qui officient dans le domaine sont en mouvement. Vous pensez qu'ils devraient s'interroger sur le pourquoi? Ils devraient se rapprocher de nous. C'est quand même un cadre. Il a été inspecteur des douanes. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, mais ce qu'il envoie sur... Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête pour aller dire ça. Et c'est lui seul qui dit. Les autres députés, ils sont là pourtant. Mais ils savent que si ceux-là sont en train de faire ce mouvement-là, c'est qu'il y a quelque chose. Monsieur Vlavonou se serait rapproché de nous, qu'on lui aurait expliqué des choses en détail. Nous avons des autorités qui nous ont approchés. Nous avons le président du dialogue social, le président du dialogue national social, qui s'est rapproché de nous. Mais quand on a parlé ensemble à huis clos là, mais il a baissé la tête. Il a dit vraiment, je ne sais plus par où commencer. Hein? Monsieur Vlavonou aussi, s'il fait la même chose, il va baisser la tête. J'espère que ce n'est pas à cause des positionnements de 2018 là qu'il est en train de se démasquer des 83 députés. Si c'est ça, il se trompe. Il se trompe royalement. Vous voyez la politique éventuellement s'inviter sur votre terrain? Bien sûr, si vous m'accordez la parole. Oui, vous l'avez. Vous venez de dire tantôt que... Est-ce que le président du CPH voit le député comme un messager? Oui, bon. Mais laissez-moi vous dire que la commission... Laissez-moi vous dire que la commission Chobli avait déjà proposé ça dans leur réforme. Qu'il faut enlever le droit de grève au secteur santé. La commission qui a travaillé? Je vous jure. Pendant qu'ils étaient au système là, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Ils ont travaillé tout le temps. Le président l'a dit tout à l'heure qu'il fait partie de leur chef. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Et c'est eux maintenant qui vont s'asseoir pour dire qu'il faut qu'on puisse nous enlever le droit de grève. Je dis, le jour où ça va aller à l'Assemblée, ils nous verront sur le chemin. Vous pouvez compter sur nous. Par rapport à la Parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est la première fois que l'unité syndicale et d'action a été retrouvée au niveau du secteur santé. Et nous ferons mal. On ne va pas faire mal aux populations, mais on va faire mal au pouvoir. Alors, nous clôturons dans quelques minutes cette émission. Quel est le message que vous voudrez bien passer à travers ce passage, que vous voudrez bien pouvoir graver dans les têtes? Merci, M. Yetoyi. Et je crois que lorsque d'habitude on retrouve deux invités sur les plateaux, les gens pensent toujours que c'est pour un débat contradictoire. Mais loin d'être un débat contradictoire ce matin, nous croyons quand même que les clarifications que nous avons apportées, que ce soit le président du CPH, que ce soit moi-même, doivent pouvoir édifier le pouvoir en place pour que rapidement ils prennent langue avec nous, pour qu'on se retrouve autour d'une table et discuter et voir comment ça va se passer les jours, voire les mois à venir. Merci. Votre appel sera sans doute entendu. Et merci, monsieur le journaliste. Comme je l'avais dit tantôt, je pense que les vrais responsables au sommet de l'État n'ont pas l'intention de laisser la grève évoluer. Je crois qu'ils sont en train de chercher des mesures pour nous rencontrer et discuter avec nous. Et quand on dit que les médecins ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, mais ceux qui racontent ça, est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent le serment d'Hippocrate? Le serment d'Hippocrate n'a pas dit d'être complice des situations déplorables tous les jours. Des situations qu'on peut éviter. Le serment n'a jamais dit ça. Le serment n'a jamais dit de ne pas écouter les acteurs du domaine. Nous avons un mot qui est très cher à nous les Béninois. Et ce mot-là est dans notre constitution. Et tous les problèmes, c'est le mot consensus. Notre constitution est basée sur le mot consensus. Quand il y a des problèmes, essayez de trouver un terrain d'entente. Je crois que notre président, c'est un chef qui est très intelligent. L'histoire de on va abolir les grèves, il est très intelligent. Il ne va pas aller sur ce terrain. Et on ne lui dit pas la vérité. Et ce que nous souhaitons, parce que nous l'avions déjà fait, nous lui avons déjà écrit une fois, nous avons déposé à son secrétariat particulier, nous avons écrit à ces ministres d'État-là, que nous voulons les rencontrer. Une fois encore, l'appel est au dialogue, vivement une assise entre les deux parties pour enfin tirer au clair une situation qui devient de plus en plus insoutenable pour le grand nombre. La base
population. 100% Bénin, c'est presque terminé, mesdames, messieurs, pour le numéro du jour. Ce sera sur cette citation de l'ex-premier ministre britannique Winston Churchill, je cite, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. En dépit des épreuves, savoir toujours tenir bon, même dans l'adversité. » Mesdames, messieurs, merci pour l'attention. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour. À très vite.